Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler bien évidemment de mes lectures terminées et puis aussi on fera quelques petits unboxings, on verra un petit peu les arrivées livresques. Vous avez l'habitude, hein, c'est le genre de vidéo un petit peu vlog que je mets en ligne régulièrement. Je vous reprends, on est en juillet, très exactement le vendredi 12 juillet et je voulais vous parler du livre que j'ai terminé récemment et que j'ai beaucoup aimé, ma foi, qui était plutôt pas mal. Il s'agit de L'ombre du prédateur de Gérard Sarian, c'est aux éditions Tornada et c'est la suite du... Alors comment il s'appelait le premier? C'est Sur un arbre perché, que j'avais lu, je sais plus, je crois que c'était l'année dernière, que j'avais beaucoup aimé. C'était une découverte pour moi cet auteur et j'avais beaucoup apprécié sa plume que je pourrais rapprocher un petit peu de ce que fait Bernard Minet. Il y a quand même une densité, une profondeur dans le récit, dans les personnages qui est assez appréciable. Et là, je l'ai retrouvé dans ce livre-ci. De quoi ça parle, L'ombre du prédateur? Donc on est sur un thriller, roman policier. On va être dans un petit village de forêt, montagne avec un lac. Ça se passe en été puisqu'on est sur une aire de camping-car qui va du coup être proche du lac. Et en fait, il va y avoir un jeune homme qui va être retrouvé mort de manière horrible au milieu du lac. En fait, il va être sur une espèce de plateforme en bois flotté qui se met au milieu du lac. Il va être retrouvé là en train d'être picoré par les corbeaux. Et il se trouve que sa jeune sœur a mystérieusement disparu la même nuit. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi le frère est décédé et la sœur, on ne la retrouve pas? Et ça va être une enquête qui va être menée par la capitaine de police Agnès Demarre, qu'on avait déjà vu dans le précédent livre de Gérard Sarian, donc qui était Sur un arbre perché. Même si je trouvais que sur un arbre perché, finalement les enquêteurs étaient assez secondaires comme personnages et c'était vraiment la belle-mère de Dimitri, donc le petit enfant qui avait disparu, qui elle était le personnage principal dans la précédente histoire. Ici, là, non, c'est vraiment Agnès Demarre qui devient le personnage principal, qui va devoir enquêter sur ce meurtre et cette disparition. Et en plus de ça, le ministère de l'Intérieur va lui accoler une influenceuse dans les baskets qui n'est autre que Jade, qui est une influenceuse qui elle parle un petit peu des faits de société, qui essaye, un peu comme ce que fait Thibaut InShape lorsqu'il présente des métiers comme la gendarmerie, les militaires, ce genre de choses, mais elle fait pareil pour la police, pour essayer de faire connaître ce métier à une audience plus jeune, à essayer de faire découvrir aussi des vocations pour les plus jeunes et notamment pour les femmes, pour les jeunes filles, pour essayer de montrer que oui aussi les jeunes femmes, les femmes peuvent être flics. Donc c'est pour ça que Jade va être en binôme avec Agnès Demarre pour enquêter et essayer de montrer le vrai visage en fait d'une enquête policière à travers les réseaux sociaux. Bon, alors ça reste quand même secondaire dans l'histoire, le gros cœur de cette histoire ça reste l'enquête sur la mort de ce jeune homme et la disparition de sa sœur. Moi j'ai bien aimé l'ambiance petit village avec la forêt, il y a aussi tout le côté un peu balnéaire avec un lac, avec des activités sportives, nautiques, etc. Donc c'était plutôt chouette. L'enquête elle est bien ficelée, c'est une enquête à tiroir quand même avec pas mal de rebondissements. Il faut quand même je pense avoir lu le premier tome Sur un arbre perché pour comprendre toutes les références qu'il y a dans ce tome-ci puisqu'on va retrouver un serial killer qu'on avait déjà vu dans la précédente enquête qui est la fameuse demoiselle. La demoiselle qui est quand même un tueur en série qui n'est pas sans rappeler notre ogre des Ardennes à nous. C'est plutôt pas mal et puis je pense que ça sera un personnage qui va être récurrent aussi puisque vu la fin je pense qu'il y aura une suite. Donc moi je la lirai avec grand plaisir, en tout cas j'ai passé un bon moment de lecture. Si je devais donner un petit bémol à ce livre quand même, c'est que en ce qui concerne à la fois toute la partie influence, c'est traité de manière un petit peu boomer quand même, j'ai trouvé. On sent que l'auteur c'est pas trop son domaine de prédilection parce qu'il y a des choses que je trouvais qui étaient pas réalistes, qui n'étaient pas toujours très réalistes ou très bien amenées, mais bon voilà, c'était pas faux non plus, mais disons que c'est pas, voilà, c'était pas d'équerre. Bon, moi je travaille aussi dans tout ce qui est communication digitale, influence, réseaux sociaux, tout ça, donc je connais un peu mieux et c'est pour ça que j'ai vu aussi que c'était pas traité de manière
vraiment d'équerre on va dire. Et puis l'autre bémol c'est vraiment la description des personnages féminins où vraiment on sent que quand même ça a été écrit par un homme. Voilà, il y avait quelques petits trucs qui étaient un petit peu maladroits je dirais, parce qu'il y a beaucoup de personnages féminins, ça c'est cool, des femmes fortes, des femmes badass, mais par contre la manière dont elles sont décrites, que ce soit leur comportement ou leur physique, parfois c'était un petit peu trop cliché, un peu trop stéréotypé avec la jeune influenceuse un peu naïve, un peu bébête, l'adolescente revêche, insupportable, ou alors la quadragénaire fatiguée qui sent sa jeunesse se flétrir et qui vient d'être larguée par son mec. Enfin voilà, c'était un peu stéréotypé. Je vais peut-être vous lire quelques passages aussi que j'ai relevés puisque j'ai mis des petits post-it. Alors celui-ci c'était plus un peu une maladresse dans la construction de la phrase par rapport au féminisme, qui parle de Jade, l'influenceuse. Son féminisme n'était pas plus exacerbé que celui des autres filles de sa génération, seulement elle en avait fait un business à part entière, pointant les nombreux bastions à conquérir pour le sexe faible. Alors tu commences la phrase par le féminisme et tu finis par le sexe faible. Voilà, petite maladresse. Et après c'était vraiment dans la description des personnages. Ah oui, des trucs un petit peu, voilà. Par exemple le fait qu'entre femmes il y ait une rivalité et que voilà, on dit des hommes qui sont froids et parfois sans cœur dans la gestion des ressources humaines, alors que dire des comportements des femmes entre elles, mielleuses par devant et de belles salopes dès qu'on a le dos tourné. Voilà, ça c'est ce que pense Agnès lorsque sa supérieure lui dit qu'elle va être envoyée à Lambec pour une enquête voilà, avec une influenceuse. Ah oui, là, hyper cliché. Donc c'est Jade et sa copine qui parlent au téléphone. Sa copine est aussi influenceuse. Et donc elles disent, la copine essaye de savoir comment se passe l'enquête. Donc c'est super, ça fait un carton. Le triomphe modeste, Jade détailla les étapes de son intégration dans un monde qui n'était pas le sien, celui de la gendarmerie. Les deux femmes parlaient dans un vocabulaire propre à celui des influenceuses. Statistiques, concours, nouveautés à mettre en place et comptes concurrents bien sûr. Enfin voilà, bon, c'était un peu cliché mais bon. Et alors là, vraiment la description d'une adolescente vraiment horrible. La première chose qu'elle aperçut, ce fut un écran de télévision fixé dans l'angle de la pièce. Le moins que l'on puisse dire, c'était que le contraste entre la mère et la fille était saisissant. Si l'une était grande et athlétique, l'autre était fine, presque fragile et haute comme 3 pommes. Son visage ressemblait à celui d'une actrice de Desperate Housewives, Eva Longoria. Sa peau, exagérément bronzée par un abus de fond de teint, lui donnait un air de poupée de cire. Ses yeux bleus semblaient la seule chose naturelle chez elle parce que ses lèvres, la couleur de ses cheveux et même ses seins, pointant sous un chemisier cintré aux manches 3/4, paraissaient faux. On aurait dit une bimbo de télé-réalité jouant sur son physique aguicheur pour attirer l'attention, ou bien une gamine impatiente de devenir femme. Cette jupe à carreaux, bien trop courte, achevait la panoplie de la parfaite petite garce. Et les femmes sont décrites de cette façon-là, alors pas de manière vulgaire toute, mais de cette façon-là, alors que les hommes finalement, il y a pas beaucoup d'hommes dans cette enquête, mais le peu d'hommes qu'il y a, on ne décrit pas forcément leur physique, hormis un, Benoît Bonneval, qui est donc le major, qui va participer à cette enquête, qui est décrit comme un beau gosse, mais disons que ça a un intérêt pour la suite de l'histoire. Voilà, le reste des descriptions physiques, bon, je trouvais que c'était peut-être un peu cliché. Voilà, c'est vraiment les seuls petits bémols. Hello, je vous reprends, on est lundi 22 juillet et j'ai terminé un livre et j'ai aussi reçu en cadeau un livre. Mais je vais commencer par ça, comme ça je vous parlerai du livre que j'ai terminé juste après. On m'a offert un pavé, mais il pèse 3 tonnes, c'est un cale-porte le truc. C'est en fait un ami de mon copain qui avait ce livre en double dans sa bibliothèque et du coup quand je suis allée chez lui pour son anniversaire, il me l'a gentiment offert. Alors c'est de la science-fiction, c'est vrai que j'ai pas beaucoup l'habitude d'en lire, mais je suis quand même assez curieuse et apparemment c'est de la science-fiction un peu humoristique. Alors moi je connaissais la light fantasy, qui est la fantasy un peu humoristique de type Terry Pratchett,
mais là c'est un peu la même chose mais côté science-fiction. Donc ça s'appelle H2G2 de Douglas Adams, c'est aux éditions de Noël et alors c'est vraiment un gros bébé et en fait c'est une intégrale, comme il y a marqué en dessous là, l'intégrale de la trilogie en 5 volumes, donc déjà ça te donne un peu la tonalité de l'humour, trilogie en 5 volumes. Et en fait ça parle de conquête spatiale j'imagine. Je vais vous lire la 4e de couverture. Comment garder tout son flegme quand on apprend dans la même journée que sa maison va être abattue dans la minute pour laisser place à une déviation d'autoroute, que la Terre va être détruite d'ici 2 minutes se trouvant, coïncidence malheureuse, sur le tracé d'une future voie express intergalactique, que son meilleur ami, certes délicieusement décalé, est en fait un astrostoppeur natif de Betelgeuse et s'apprête à vous entraîner aux confins de la galaxie. Pas de panique, car Arthur Dent, un Anglais extraordinairement moyen, pourra compter sur le fabuleux guide du voyageur galactique pour l'accompagner dans ses extraordinaires dérapages spatiaux moyennement contrôlés. Donc voilà, apparemment c'est une série de SF humoristique qui a été beaucoup vendue dans le monde et qui était en fait un feuilleton radiophonique de 12 épisodes de 30 minutes diffusés sur la BBC entre 1978 et 1980. Donc moi ça me fait penser le synopsis à un peu l'épopée temporelle qu'avait fait cette espèce d'animation qu'avait fait Cyprien à l'époque. Mais voilà, ça a l'air assez drôle, la couverture aussi laisse présager quelque chose d'assez sympa, assez drôle. Donc pourquoi pas, ça a l'air cocasse, donc voilà, le petit dernier qui a rejoint ma pile à lire. Et donc maintenant je vais vous parler du livre que j'ai terminé. C'est un livre que j'ai reçu de la part de l'autrice elle-même qui m'a gentiment proposé de le recevoir et qui m'avait décrit ça comme étant un roman contemporain avec du vécu à l'intérieur qui parle de féminisme et d'entreprise, de comment survivre en tant que femme dans le monde de l'entreprise et de s'empouvoirer. Et ça, ce sont des thématiques qui me parlent beaucoup. Donc le livre c'est pas personnel de Ihsan Awash et c'est aux éditions Academia qui est une maison d'édition belge. Et en fait c'est l'histoire de Léa qui est une jeune femme, alors on ne sait pas trop quel âge elle a mais on imagine qu'elle a une trentaine d'années. Elle travaille dans une grande entreprise énergétique et ils sont en plan de faillite, enfin en tout cas ça va pas très bien et elle va avoir une idée de fusion avec une entreprise qui elle utilise de l'énergie verte pour pouvoir survivre. En fait ça serait de fusionner ces deux entreprises et de faire un plan de sauvetage en fait de l'entreprise et de tous ses emplois. Elle va exposer son idée à son supérieur qui est aussi son mentor Henri, qui va bien sûr trouver ça génial et qui va se charger lui-même d'aller présenter ce projet, cette idée au directeur, au big boss et au codir en fait. Évidemment Henri va récolter un peu tous les lauriers, même s'il va citer Léa dans les remerciements, c'est lui qui porte le projet. Alors que c'était son idée à elle. Alors déjà, première chose, on lui met la puce à l'oreille, notamment il y a une syndiquée de l'entreprise qui lui met la puce à l'oreille comme quoi ben, ça se fait pas trop, que c'était son idée, que c'est pas cool, que déjà il s'accapare son idée quoi. Et puis finalement elle va être promue, donc c'est une plutôt bonne nouvelle. Lors de cette fusion entre les deux entreprises, Léa va être promue au poste de son mentor en fait, qui lui va être remercié. Et sauf que apparemment ça va mal se passer parce qu'il y a des guéguerres intestines dans l'entreprise, il y a aussi un cyberharcèlement puisque en fait il y a un journaliste qui va creuser, écrire un article contre elle comme quoi il y a 6 ans elle avait fait un saut en parachute et que du coup c'était pas très écolo, etc. Donc elle va évidemment se faire harceler sur Twitter par plein de gens anonymes. Et puis en interne ça va pas bien se passer, il va y avoir beaucoup de court-circuitage, d'autres services qui vont essayer de lui mettre les bâtons dans les roues et elle doit déjà descendre un petit peu de sa naïveté, hein, prendre un petit peu du plomb dans la tête puisqu'elle se voit confrontée à un monde de l'entreprise qui est pas du tout un monde de bisounours et qui est parfois très hostile pour une femme, pour une jeune mère de famille et elle se questionne beaucoup. Sur tout ça, elle veut bien faire, elle a vraiment le syndrome de la bonne élève au début,
elle est parfois un petit peu naïve. Moi j'ai trouvé qu'au début elle était peut-être un peu trop naïve pour une jeune femme d'une trentaine d'années, de surcroît mère de famille. Tu te dis quand même, elle a dû quand même avoir un peu de vécu. Elle débarque pas comme ça, comme si elle était sortie d'études dans le monde de l'entreprise, quoi. Elle a un peu de bagage, donc je trouvais qu'elle était un petit peu trop candide au début. Mais peut-être que c'était aussi voulu par l'autrice pour montrer cette évolution de Léa vers cette prise de conscience et cette action, puisqu'elle va devenir maîtresse aussi de son destin et elle va fomenter des coups aussi pour se défendre. Donc c'est tout ce cheminement-là, ce questionnement aussi qu'elle se pose beaucoup par rapport à sa vie professionnelle, comment concilier vie pro, vie perso, comment survivre à du cyberharcèlement, comment essayer de nager en eau trouble de l'entreprise avec tout ce qu'on sait du réseautage, le côté un peu politique, des écarts salariales aussi entre les hommes et les femmes, de plein de choses comme ça. Donc c'était super intéressant au niveau des thématiques, moi j'ai beaucoup aimé, ça se lit super bien, franchement la plume de l'autrice est très très fluide, voilà, ça se lit très bien, les chapitres sont courts, donc franchement ça se lit bien, c'est du contemporain, c'est très actuel. Le seul petit bémol peut-être que je peux reprocher, c'est par rapport à la conclusion que j'ai peut-être pas comprise, puisque en fait, alors je sais pas si ça spoil ou pas, mais en tout cas si vous comptez lire ce livre, peut-être passer cette partie, parce que pour moi la fin, alors même si c'est pas une révélation, on n'est pas sur un thriller avec un suspense insoutenable, mais c'est par rapport à la moralité, au message que voulait faire passer l'autrice. Est-ce que, enfin moi c'est comme ça que je l'ai interprété, c'est-à-dire que quelle est la place de la femme en entreprise? Grande question du livre. Et la réponse c'était, c'est pas dans l'entreprise en fait. Puisque Léa va choisir de quitter la boîte, en tout cas de se mettre en pause, en arrêt sabbatique pour s'occuper de sa famille. Donc est-ce que c'est pas un retour au foyer de la femme quelque part? Voilà, donc moi j'étais un petit peu mitigée sur cette conclusion que moi j'ai interprétée comme ça, mais peut-être que ça peut être interprété de d'autres façons. Je ne sais pas, mais bon voilà, en tout cas c'était une lecture sympathique. Si vous êtes intéressé par ces thématiques comme moi, vous questionnez beaucoup sur le monde du travail en tant que femme, en tant que féministe, sur tout ce qui est sexisme ordinaire, écart salarial, enfin plein de choses comme ça, je pense que c'est un livre que vous pourriez apprécier. En tout cas, je remercie beaucoup l'autrice pour m'avoir fait confiance. Quelle chaleur il fait à Toulouse aujourd'hui, je crois que c'est le pire jour, la première vague de chaleur. On est lundi 29 juillet, il fait 37 degrés. Je crois que c'est monté jusqu'à 40 aujourd'hui. J'en peux plus, je viens de rentrer du boulot à vélo, donc j'ai chaud. Mais je profite quand même de ce moment pour vous parler de ma dernière lecture parce que c'est un livre qui... j'espère trouver les mots pour vous en parler parce que vraiment ce livre m'a brainfuck un petit peu. J'y repense encore aujourd'hui, il me hante un petit peu. C'est Ce qu'il advint du sauvage blanc de François Garde, c'est publié aux éditions Folio. Et c'est un livre qui m'avait été offert à Noël par la cousine de mon copain, qui l'avait lu et qui m'a dit qu'elle avait adoré ce livre et que c'est pour ça qu'elle me l'offrait. Et moi j'aime beaucoup découvrir en fait ce qui a plu, une lecture qui a plu à quelqu'un d'autre. En plus c'est pas le genre de livre vers lequel je me serais tournée de moi-même. Donc ça me sort un petit peu de ma zone de confort, mais des fois c'est pas plus mal parce que du coup ça nous permet de découvrir des lectures vers lesquelles on serait pas allé comme ça, naturellement, spontanément. Et j'avoue que, waouh, cette lecture incroyable. Donc de quoi ça parle? On est sur un roman historique qui est basé sur des faits réels, donc c'est une histoire qui a vraiment existé, mais François Garde va un petit peu la fictionnaliser, on va dire. Donc on est au milieu du 19e siècle, on a un jeune matelot français qui s'appelle Narcisse Pelletier, qui va être malheureusement abandonné sur une plage au large de l'Australie. Et voilà, il va être abandonné par son équipage sur cette plage, et en fait il va être redécouvert 17 ans plus tard par un navire anglais qui passait par là et qui va voir cette tribu d'aborigènes, et au milieu de cette tribu il y a un sauvage blanc, en tout cas un homme de type caucasien qui vit parmi eux.
Et en fait, ce Narcisse Pelletier a oublié tout de son passé, il ne parle même plus le français, il a complètement pris les us et coutumes de sa tribu, et du coup il va être ramené dans la colonie anglaise de Sydney, et il va être confié à un explorateur français qui est en ce moment à Sydney. Donc cet explorateur français, c'est Octave de Valombrun, qui va le prendre en fait sous son aile et qui va essayer de le réhabituer à parler français, à reprendre un petit peu les coutumes occidentales, à reporter des vêtements occidentaux, à manger de la cuisine cuisinée. Ça va être ce long apprentissage, cette réappropriation de sa nationalité française avant son retour au pays. Et on va suivre du coup cette histoire un peu passé-présent, puisqu'on a en début de chapitre toute une partie sur l'abandon de Narcisse sur cette plage, comment est-ce qu'il va réussir à survivre, la soif, la faim, la peur des bêtes sauvages, puis cette rencontre avec cette tribu aborigène, le fait qu'il va être recueilli, qu'au début il comprend pas, il parle pas la même langue, il comprend pas leurs us et coutumes, leur façon d'être. Ils n'ont aucun habit, ils sont nus, voilà, et comment trouver de la nourriture, comment chasser, tout ça il va l'apprendre petit à petit. Et puis aussi l'espoir de se faire sauver, qu'il y ait un navire qui vienne le récupérer. Et puis de l'autre côté, on a un peu plus loin dans le chapitre, dans la fin de chapitre, on a une correspondance, donc un passage épistolaire entre Octave de Valombrun, donc 17 ans plus tard, hein, on va dire le après, Octave qui écrit au président de la Société de géographie de France en tant qu'explorateur français, et qui va lui raconter sa rencontre avec Narcisse Pelletier, ce sauvage blanc, et le fait qu'il lui réapprenne à parler français, qui lui réapprenne en fait tous les progrès en fait que Narcisse fait pour redevenir un français entre guillemets, et du coup tout le voyage aussi de retour jusque dans sa famille. Voilà, donc c'était une lecture incroyable. Enfin, la plume est fluide, ça se lit super bien. Je crois qu'il a, il a reçu le prix Goncourt du premier roman en 2012, et je comprends pourquoi, parce que c'est très très bien écrit, tout est juste. Et puis ce qui est terrible, c'est que ça se base sur une véritable histoire, puisque le Narcisse Pelletier a vraiment existé, cette histoire est véridique. Je vous renvoie à la fiche Wikipédia, même si du coup on sent que quand même François Garde a fait quelques petits ajustements. Par exemple, dans le livre, on suppose que Narcisse Pelletier a été abandonné à l'âge de 18 ans, alors que dans la réalité c'était à 14 ans. Bon, voilà, il y a des petites approximations comme ça. Ça m'a aussi laissé quelques interrogations, par exemple un petit peu, comment dire, d'ordre éthique, de se dire, voilà, cet homme a eu une vie qui a été vraiment scindée en deux, entre son lui français occidental et puis son lui aborigène. Il a vraiment appris la langue, il a appris à survivre en fait dans cette nature sauvage. Et est-ce que l'arracher à ça, est-ce que c'est pas quelque part cruel, puisqu'il a dû tout réapprendre encore une nouvelle fois. Il s'est recréé une famille chez les aborigènes. Est-ce que c'est pas cruel de l'en enlever? Peut-être qu'il s'est marié, peut-être qu'il a eu des enfants durant cette période, 17 années quand même, c'est assez long. Mais visiblement, et ça François Garde le retranscrit bien dans son livre, c'est qu'il y a une espèce de non-dit. Enfin, en tout cas, Narcisse Pelletier garde certains aspects de sa vie chez les aborigènes qui est secret en fait. C'est comme si il y avait un pacte ou une croyance qui l'empêchait de parler sur certains aspects de sa vie là-bas. Donc il règne toujours un espèce de flou. Et je trouve qu'il est assez bien retranscrit dans ce livre, puisque la fin est quand même un petit peu douce amère, mais d'une justesse incroyable, et ça me laisse plein d'interrogations. Et je pense que c'est pour ça que c'est un livre qui m'aura autant marqué et qui restera gravé longtemps, je pense, dans ma mémoire, parce que voilà, c'est un truc, tu te dis c'est une histoire complètement dingue, c'est fou. Moi pendant ma lecture je le lisais durant ma pause déjeuner.
au travail et durant tout le laps de temps de cette lecture, j'y repensais même en dehors, j'y repensais souvent dans la journée, le soir, je me disais mais c'est quoi la suite? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Comment ça a pu se passer? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont abandonné comme ça sur cette plage? Pourquoi il n'y a pas eu des secours qui sont arrivés plus tôt? Enfin, comment est-ce qu'aussi il a pu oublier qui il était jusqu'à parler français, son nom, son prénom, son identité, tout ça a été complètement remodelé en lui. Enfin voilà, c'est vraiment un cas sociologique, j'ai envie de dire, mais c'est passionnant. Vraiment c'est passionnant, c'est super bien écrit, donc vraiment je vous le recommande. N'hésitez pas à découvrir, même si tout ce qui est un peu récit de voyage, de naufragés, d'abandon sur une île déserte, ce sont des thématiques qui font écho à une peur universelle, je pense notamment à Robinson Crusoe ou à l'incroyable film Seul au monde avec Tom Hanks. Voilà, moi c'est quelque chose qui me terrifie, mais je pense que c'est pour ça aussi que ça m'a beaucoup interrogée et ça me hante encore. Voilà, c'est vraiment un livre qui me hantera longtemps, je pense. Salut, je vous reprends, on est lundi 5 août et je pense que je vais terminer ce vlog avec ce plan là parce que je sais pas du tout combien de temps il dure, mais bon voilà, j'ai beaucoup lu ces derniers temps, donc j'ai pas mal parlé de livres et c'est tant mieux, j'ai retrouvé un peu un rythme de lecture que j'avais un peu perdu, donc ça c'est cool. Et justement je reviens pour vous parler de 2 lectures que j'ai terminées. C'est cool parce que j'avance bien dans ma pile à lire de l'été, je suis en train de la dégommer. Alors peut-être que je reviendrai pas totalement à bout puisque là il reste un peu moins d'un mois du coup, puisque ça dure jusqu'au 31 août. Mais j'ai quand même bon espoir de bien la dégommer, donc ça fait plaisir. Donc le premier livre que je vais vous parler, que j'ai lu, c'est donc le tome 4 du cycle de Sif. Ça s'appelle La Maison des Veilleurs et c'est de Patricia Downey, publié aux éditions Au Diable Vauvert, qui m'ont gentiment envoyé ce livre quand je leur ai demandé, puisque moi c'est une saga que j'aime beaucoup, que j'avais découvert il y a 2 ans et demi, 3 ans. J'avais lu les 3 premiers tomes, je les avais enchaînés et en fait j'avais vraiment adoré cette saga à tel point que j'en avais parlé en long, en large, en travers, puisque c'est de la fantaisie adulte française dans le texte, même si l'auteur est d'origine britannique, mais il écrit en français parce qu'il vit en France. Et voilà, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette saga, c'est le fait qu'il se base sur, non pas les puissants, parce que d'habitude en fantasy on suit toujours des gens puissants qui ont le pouvoir. Là non, on va suivre Sif qui est un jeune orphelin qui vit un petit peu dans les bas-fonds de la ville et qui va comment dire, devenir quelque part mercenaire. Il va être formé, il va pas mal voyager, il va lui arriver plein d'aventures et ça va être une espèce d'ascension presque sociale, en tout cas politique. Et il y a même un aspect peut-être un petit peu plus spirituel, en tout cas quelque chose qui plane au-dessus de cette histoire qui est bien plus grand que Sif lui-même. Ce tome 4, j'ai eu un peu de peine, je dois bien vous avouer, j'ai eu quand même un peu de peine à rentrer dedans parce qu'il s'est écoulé 2 ans et demi entre ma lecture du tome 3 et ma lecture du tome 4. Du coup j'avais eu le temps d'un peu oublier les personnages, les enjeux, ce qui s'était passé un peu précédemment. Alors certes il y a une petite remise en contexte de la part de l'auteur, mais qui est quand même assez light, j'ai trouvé, et parce que c'est quand même de la fantaisie assez dense et du coup voilà, j'ai eu un peu de peine franchement à me remettre dans le bain. Par contre j'ai beaucoup aimé retrouver la plume de l'auteur qui est vraiment très belle, vraiment on ne peut pas lui enlever son talent pour l'écriture. C'est une plume qui est poétique, qui est contemplative, presque un petit peu mélancolique par moments. On est vraiment dans la tête de Sif qui est donc notre narrateur. En tout cas c'est très très bien écrit, ça on ne peut pas lui retirer. Par contre c'est vrai que c'est dense, parfois il y a quelques longueurs. En fait l'enjeu qui plane au-dessus de cette histoire n'arrive qu'à la fin du récit de ce tome 4. Du coup je me demandais où est-ce que l'auteur voulait en venir. Ça me semblait plus être des séries d'événements, d'aventures de notre héros et de
son groupe, puisqu'il a un groupe de mercenaires avec lui. Ils vont leur arriver plein d'aventures. Mais je voyais pas où est-ce qu'on allait et en quoi ça pouvait servir l'enjeu principal de ce récit. Donc vraiment ce tome 4 m'a semblé un petit peu un tome de transition, le fameux syndrome du tome passerelle. Un ventre mou un petit peu dans l'histoire avant le 5e tome qui normalement, il me semble, sera le dernier. Mais j'espère qu'on mettra pas 2 ans et demi à l'avoir parce que sinon j'aurai le temps d'oublier un petit peu ce qui s'est passé, ce qui est dommage. Moi je vous recommande vraiment de découvrir cette saga parce qu'elle vaut le détour. Par contre voilà, enchaîner peut-être un peu les tomes régulièrement pour éviter d'oublier. Mais en tout cas c'est très bien écrit et évidemment que je lirai la suite avec grand plaisir. Et enfin, je termine ce vlog avec une lecture que j'ai terminée ce midi au boulot. C'est Meurtre et choux à la crème de Joanne Flux, donc c'est les enquêtes d'Anna Swanson. Et c'est le tome 10, c'est toujours publié aux éditions Cherche Midi, c'est du Cozy Mystery où on suit Anna, notre jeune pâtissière, qui mène des enquêtes dans sa petite ville de Lake Eden. Elle est bien sûr épaulée de toute sa clique, c'est-à-dire ses 2 sœurs, parfois sa mère et ses 2 prétendants. Ici on est donc pas du tout sur un livre estival, vraiment pas, puisque ça se passe au mois de novembre. Mais que voulez-vous, j'avais envie de lire ce tome-ci maintenant parce que le prochain tome sortira je crois en novembre, le 7, il me semble le 7 novembre sortira donc le prochain qui va se passer à Noël et qui s'appellera Meurtre et pudding de Noël. Donc voilà, celui-ci je me le réserverai pour bien sûr les lectures de Noël, les lectures d'hiver. Mais voilà, donc si jamais vous voulez lire celui-ci là, Meurtre et choux à la crème, je vous conseille plutôt d'attendre octobre-novembre, vous serez un peu plus dans l'ambiance puisqu'il fait froid. Comment vous dire, je vais pas trop vous spoiler parce que bon, ça reste un tome 10, c'est toujours des enquêtes qu'on peut lire one shot, même s'il y a un fil rouge, on va dire, dans l'intrigue, dans la vie des personnages de Lake Eden, on s'attache à eux, etc. Moi c'est du Cozy Mystery que j'aime bien puisque je me suis attachée aux personnages au fil des tomes. J'aime cette ambiance petit village où tout le monde se connaît, c'est très cosy, c'est très américain, ça fait un peu téléfilm. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui ont mal vieilli. C'est des romans qui ont été édités initialement aux États-Unis au début des années 2000. Je crois que d'ailleurs celui-ci, il a été édité en 2010, donc ça remonte à il y a presque 15 ans. Et ça se sent parce que y a vraiment des choses qui aujourd'hui ne passent plus du tout. C'est dans les mentalités et tout, ça va plus du tout. Par exemple, là dans ce tome-ci, on va suivre Anna qui doit rentrer dans une robe puisque sa mère va sortir son premier roman de style Régence et elle va faire un cocktail d'inauguration pour sa séance de dédicace de lancement de son livre et elle a commandé des robes de style Régence à ses 3 filles. Mais Anna, manque de bol, ne rentre pas dans sa robe. Et ça c'est quand même quelque chose d'assez récurrent au fil des tomes, comme quoi elle a quelques kilos en trop. C'est pas très grave, hein, c'est une femme en plus qui est... Elle est pas grosse, elle est juste un peu en chair et puis elle est très grande. Donc bon, enfin voilà, elle est quand même assez... Enfin, une femme normale quoi, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que cette obsession pour le poids est souvent décrit au fil des tomes. Mais dans ce tome-ci, ça prend vraiment une tournure un peu plus poussée. Puisque là, du coup, pour rentrer dans sa robe pour l'inauguration qui a lieu dans 2 semaines, Anna va devoir faire un régime. Et du coup, elle va suivre sa sœur Andrea au club de gym, au club de sport. Donc elle va suivre des cours pour se remettre en forme et perdre quelques kilos. Manque de bol, c'est dans cette salle de gym, enfin en tout cas dans ce complexe sportif qu'ils vont retrouver le corps de Ronnie Ward, qui est donc une des coachs de ce club de gym, qui est retrouvée par Anna, malheureusement noyée dans le jacuzzi. Donc évidemment Anna va enquêter, d'autant plus que là tous les policiers de Lake Eden sont mis sur la touche puisque Ronnie Ward travaillait aussi. Je crois qu'elle était secrétaire au poste de police, enfin en tout cas ils la connaissaient, donc ils ont une implication personnelle dans cette affaire, donc ils ne peuvent pas enquêter, ils sont mis sur la touche et c'est Anna, alors qui ne va pas prendre le relais officiellement puisque elle enquête de manière officieuse, c'est une détectrice amatrice. Va y avoir une vraie enquêtrice qui va être missionnée, mais bon, elle a le désavantage de ne
connaître personne puisqu'elle vient d'une autre ville. Et donc Anna va s'embarquer dans cette enquête, ce qui est quand même assez arrangeant dans chaque tome de Joanne Flux, c'est que les personnes qui meurent, c'est des gens qui sont assez exécrables, qu'on n'aime pas trop. Et ça ne manque pas avec Ronnie Ward, qui est assez horrible avec ses élèves d'ailleurs, elle déteste les femmes. Ce qui m'a un peu dérangée dans ce tome-ci, c'est aussi le fait que tous les hommes vont essayer de dire à Anna ce qu'elle doit faire pour enquêter. Et puis on a vraiment aussi ce côté un peu grossophobie avec tout ce truc autour du régime. Ça a un peu péché. Alors d'habitude j'arrive à passer outre, on sait que c'est des choses qui sont un peu datées, faut pas trop comment dire, s'arrêter là-dessus, mais j'avoue que là dans ce tome 10 c'était quand même assez présent. Et puis même le triangle amoureux qui court déjà depuis plusieurs tomes, bah là on commence à se dessiner en tout cas un vainqueur, on va dire, un prétendant un peu plus poussé on va dire, puisque l'autre va être un peu mis sur la touche, et tant mieux parce que vraiment voilà. D'ailleurs j'ai relevé un passage qui moi m'a vraiment, enfin il y a tout qui va pas, en même temps elle s'en rend compte Anna qu'il y a quelque chose qui va pas, que là on est vraiment sur le stéréotype de l'autoritarisme, de la masculinité toxique et du mansplaining. Donc je vous lis un passage, là elle est avec Mike qui s'apprête à partir et à la quitter pour la nuit. Il était passé chez elle et donc voilà, il lui donnait des conseils sur son enquête, etc. Les hommes qui se croyaient autorisés à lui expliquer ce qu'elle devait faire et ne pas faire commençaient à lui porter sur les nerfs. « Bonne nuit, Anna », dit Mike en l'attirant contre lui. Elle était coincée entre deux émotions contradictoires. D'un côté, elle en avait assez que Mike s'immisce dans son enquête, son régime et sa vie en général. De l'autre, il l'embrassait comme un dieu de l'Olympe, bien entendu. Le premier baiser lui déclencha dans les orteils de délicieux picotements qui grimpèrent jusqu'au sommet de son crâne, tatitata. Bon, je vous laisse dormir, il s'en va. En refermant la porte, elle se dit que si Mike l'embrassait plus souvent, elle finirait peut-être par lui pardonner son autoritarisme. Et là j'étais là, mais non, non, ça ne va pas, oh, c'est tellement toxique, vraiment, mais c'est pas parce qu'il est beau canon, plein de muscles et tout, et qu'il embrasse bien, que ça excuse le fait qu'il est autoritaire, enfin, le consentement, je suis pas sûre qu'ils comprennent, qu'ils savent très bien ce que c'est. Enfin bon, bref, il y a des trucs qui vont pas du tout avec ce Mike. Bref, j'espère qu'il partira du paysage, mais bon, voilà, il y a des trucs qui vraiment ont très très mal vieilli dans ce bouquin. Et plus ça va, plus je le vois. En tout cas, je peux pas dire que je passe pas un bon moment parce que ça se lit bien, c'est très doudou, c'est chouchou, c'est du cozy mystery. Je me suis attachée au personnage au fil des tomes, donc j'ai envie de lire la suite. Mais c'est vrai que plus ça va, plus... il y a des trucs qui vont pas. Surtout dans celui-là, avec la grossophobie en plus. C'était pompon sur la Garonne. Après, si on met de côté ça, c'est quand même de chouettes enquêtes. Donc, bon, voilà. Je suis partagée, mais j'aime bien quand même. C'est un peu un plaisir coupable. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées de lecture. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires ou à me conseiller aussi des livres. Qu'est-ce que vous avez lu dernièrement qui vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite évidemment à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas et puis à vous abonner si c'est toujours pas fait. Je vous souhaite évidemment un très bel été, d'excellentes vacances si vous avez la chance d'être en vacances, et courage à ceux qui travaillent. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!